Mesdames et messieurs, bonjour et merci d'être avec nous pour suivre ce journal de la mi-journée. Comme vous le savez déjà, le président de la République, Issoufou Mahamadou, sur proposition du Premier ministre, a signé jeudi dernier un décret portant nomination du nouveau gouvernement de la autant pour moi des membres du nouveau gouvernement de la 7e République. Un gouvernement composé avec le nouvel allié qui est le MNSD Nassara et qui a obtenu 6 postes ministériels. Suivons ce constat de notre reporter Omar Bra Suleiman. Longtemps attendu par l'opinion publique nationale, après les ralliements du mouvement national pour la société de développement MNSD Nassara au pouvoir, le deuxième gouvernement au titre de ce second mandat du président de la République Issoufou Mahamadou a finalement été publié le 19 octobre 2016 par le secrétaire général du gouvernement. Ainsi, dans sa forme ou dans sa composition, rien n'a été changé de la taille du premier. Le nombre 43 jugé pléthorique et complaisant en son temps par beaucoup de Nigériens a été maintenu par le président de la République Issoufou Mahamadou. Dans son fond, en effet, le premier constat est que tous les leaders des partis politiques, Bazoum Mohamed, Albade Abouba, Oumar Hamidou Larantana, Lawan Magadji, Mohamed Ben Oumar, Salissou Mahamadou Habi, Ibrahim Yakouba sont maintenus à leur poste. À l'exception de Mokhtar Kassim affecté à la jeunesse et sport. D'autres casquettes tenant d'indépendance comme Oumoud Mahamadou, Foumoke Gado, Kane Achetou Boulama, Assoumana Malan Issa, Kadi Abdoulaye, Mourou Amadou, Barka Youssouf, Rissa Agboula, Barmou Salifou sont aussi maintenus à leur ancien poste. Dans les rangs des alliés, Sani Abdourahmane du RDP Jama'a, Madame Kafa Kirtal Jakou du Pena Al-Ouma, Issoufou Sadou et Moussa Baraje de l'ANDF, ainsi que Mohamed Bouchad du MPR Jamhouria sont aussi revenus à leur poste, tandis que Yaoussa Sadoussou du RSD Gaskia se retrouve à l'emploi et Sani Mouegoshi du MPR au poste et télécommunications. Le nouvel allié du pouvoir fait son entrée avec 6 postes ministériels. Tijani Abdul Kadri à l'enseignement professionnel et technique, Dr Ilyassou Idi Menesara au ministère de la Santé, Al-Mustafa Garba à l'environnement et au développement durable, Hadiza Koubra à la communication, Madame Lamido Ouseni Salamatou Bala Goga, ministre délégué aux affaires étrangères. Cependant, l'autre grande surprise de ces remaniements est cette limitation brusque de ces géologues aux finances et du philosophe à la défense nationale. Les perdants de cette nouvelle équipe gouvernementale et les 4 anciens ministres du MPR Jamhouria, à savoir Alma Oumarou, Wassalke Boukari, Salissou Ada et Madame Zenabou Saoulani, mais aussi Samuel Tchouake et Madame Rekia du MPR Kishinkasa. Restons toujours avec la nouvelle équipe gouvernementale. 24 heures après sa formation, le deuxième gouvernement a tenu hier sa première rencontre sous la présidence du président de la République Issoufou Mahamadou, président du Conseil des ministres. Aboubakar Alou pour le compte rendu. C'est la toute première rencontre du deuxième gouvernement de la deuxième mandature du président de la République Issoufou Mahamadou, 24 heures après sa formation. Une rencontre dite de prise de contact avec les nouveaux membres du gouvernement. Nous avons saisi l'opportunité par le biais du Premier ministre d'adresser nos remerciements au président de la République qui nous a confié ses lourdes missions d'être membre de l'équipe gouvernementale. Et naturellement, ça a été l'occasion pour le président de la République de nous dire ce qu'il attend de nous rappeler la mission qui est la nôtre, celle de ne faire autre chose que servir le Niger, une mission qui comporte un certain nombre d'actions que nous devrons mener. Et naturellement, le président a souhaité, ce qui est tout à fait normal, que nous puissions œuvrer en équipe, que nous puissions constituer une équipe gouvernementale soudée, une équipe qui soit complice, les membres de cette équipe les uns avec les autres, et que nous puissions regarder dans le même sens un gouvernement de large ouverture comme celui-là, avec l'arrivée notamment du MNSD Nassara. Ce gouvernement dit d'union nationale compte en son sein une quarantaine de ministres, parmi lesquels de nouvelles têtes qui se disent prêts à accomplir la mission dont ils ont la charge. Et tout à l'heure, à la présentation du gouvernement, le président l'a rappelé, et nous sommes là pour travailler, nous sommes là pour apporter notre contribution à l'amélioration de manière globale des conditions de vie des Nigériens. Pour ma part, en tant que ministre de la formation professionnelle et technique, vous savez que la question de la formation de notre jeunesse est une question extrêmement importante de ce point de vue-là.
il y a un certain nombre d'actions qui ont été engagées. Il s'agit de les poursuivre, de les consolider, de manière à ce que la formation puisse répondre véritablement aux besoins de notre économie. Le ministre du Domaine de l'Habitat, aujourd'hui, il m'a nommé à un poste ministériel, le ministre de la Jeunesse et des Sports, dans un pays où 80% de la population est jeune. Je pense que c'est une promotion. Espérons que ce nouveau gouvernement sera à l'atteinte du peuple nigérien. Restons toujours dans le même cadre relativement à la formation d'une nouvelle équipe gouvernementale de la Renaissance Acte 2. Une de nos équipes a recueilli les propos de quelques citoyens. Suivons. Nigériens, on espérait qu'avec ce nouveau remaniement, la taille du gouvernement sera réduite. Mais voilà, on s'est retrouvé avec le même nombre et c'était du coup la désolation. Parce que c'est toujours le même gouvernement du partage. Nous, on pensait qu'ils allaient réduire la taille du gouvernement et amener des gens sérieux. Et c'est les mêmes gens qui ont été critiqués depuis auparavant, qui ont été encore reconduits. Ce gouvernement-là, nous, on n'attend rien d'eux. Ce n'est que la déception vraiment pour tous les Nigériens. En tant que syndicat, pas en tant que citoyen, en tant que syndicat, tout ce que nous souhaitons, c'est que notre domaine de la santé soit en tout cas amélioré, qu'on sente qu'il y a une raison qui a fait en sorte qu'on a nommé ce ministre-là. Pour qu'elle ne soit pas juste une raison politique. Mais si c'est des raisons qui vont faire en sorte qu'on constate un changement positif dans le secteur de la santé, c'est ça notre vue et c'est ça notre bonne appréciation. Mais que ça ne soit pas un changement juste parce que la donne politique a changé. Donc sinon le nombre, en tout cas en tant que syndicat, le seul appel qu'on lance, c'est que les gens se mettent au travail. Au fait, nous avons suivi, comme tous les peuples nigériens, la composition de ce nouveau gouvernement qui, à notre attente, n'a pas amené grand changement selon tout ce que nous avons attendu. Parce que nous, les attentes que nous avons eues de ce gouvernement n'étaient pas vraiment, nous n'osons pas du tout récompenser. Puisque nous avons d'abord pensé à la taille du gouvernement, car les gens ont beaucoup critiqué la taille de l'ancien gouvernement. Et nous avons vu qu'aujourd'hui encore, c'est presque la même taille ou même un surplus même qui est revenu. Bon, ça c'est le politique, ils n'ont qu'à voir ce qu'ils sont en train de faire. Et deuxièmement, vous avez vu, il n'y a pas eu grand changement dans les nouvelles nominations. Ce sont presque les mêmes personnes qui sont venues, ne serait-ce avec quelques changements de poste au niveau des postes ministériels. Et pour cela, vraiment, nous, en tant que citoyens nigériens, nous interpellons cette équipe, cette nouvelle équipe. Nous les interpellons et nous leur demandons vraiment de donner les résultats. Parce que nous, en tant qu'acteurs de la société civile, la taille de ce gouvernement, qu'il soit pléthorique, qu'il soit peu, nous, c'est un résultat qu'on veut. On cherche un résultat et on s'attend à un résultat. Vraiment, aujourd'hui, c'est une compétition qui est lancée. Le MNSD a lancé un défi. Ils ont dit quand ils seront dans ce gouvernement-là, ils vont faire rentrer l'argent. Ils vont faire instaurer la sécurité. Ils vont faire en sorte que le pays marche. Ils vont faire en sorte que l'Union nationale, comme l'a dit le nom de ce gouvernement, un gouvernement d'ouverture et d'Union nationale, ils vont faire en sorte que l'Union nationale soit une réalité. Donc si c'est comme ça, vraiment, nous maintenant, tout ce qu'on peut dire et tout ce qu'on peut faire, on ne demande qu'au peuple nigérien d'accepter ce gouvernement et puis on demande au président de la République et au Premier ministre vraiment de tout faire pour que ces gens-là se mobilisent à donner un résultat pour ce pays. Et quant au nombre du gouvernement, tout ce que nous souhaitons, nous leur disons que c'est une compétition qui est lancée. Si vous faites un peu une analyse, il y a des régions aujourd'hui qui se retrouvent avec 3 à 4 ministres dans ce gouvernement et qui sont de formations politiques différentes. Et donc là, c'est un grand défi qui se sont lancés parce qu'il faut que chacun de ces ministres-là montre à l'autre que lui, il est venu pour le travail, mais pas il est venu pour remplir ses poches ou bien pour faire remplir les poches des autres poches. Donc pour cela, vraiment, nous, en tant qu'acteurs de la société civile, nous disons que nous allons surveiller et que nous allons toujours suivre pas à pas les mouvements de l'action gouvernementale pour que nous puissions amener notre contribution. Si c'est pour augmenter, si c'est pour redresser, nous allons le faire. Et Inch'Allah, nous pensons qu'on va être à l'écoute de ce gouvernement et nous allons faire en sorte que notre contribution soit la meilleure par rapport à la bonne marche de ce pays. Parlons à présent de la diplomatie. Dans cette édition, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération, de l'intégration africaine et des Nigériens à l'extérieur, Ibrahim Yacoubou, s'est entretenu hier avec son homologue de la République de Cuba, Bruno Eduardo Rodriguez.
Plusieurs questions relatives au développement du Niger et à l'amélioration des relations d'amitié et de coopération entre les deux pays étaient au centre des discussions des deux ministres. Signalons que le Niger et le Cuba entretiennent d'excellentes relations depuis le 15 septembre 1994, date de la signature de l'accord général de la coopération entre les deux pays. Les images. De l'habitat, cette fois-ci, le ministère du Domaine et de l'Habitat a organisé hier une journée d'information sur l'immatriculation foncière. Objectif à informer l'opinion et les personnes détentrices des terrains sur les régimes juridiques de la propriété foncière qui est l'immatriculation, ainsi que les avantages que procure celle-ci autant pour moi. Reportage signé Abari Ousmane. Tout le monde le sait, la ville de Niamey connaît une très forte urbanisation ces dernières décennies, conséquence des lotissements privés avec des milliers de parcelles créées. Pour bon nombre de la population, il suffit juste de posséder un terrain et le construire, sans savoir que le régime juridique de la propriété foncière impose un préalable qu'est l'immatriculation. L'immatriculation foncière, donc, c'est une opération qui consiste vraiment à créer des droits réels. Par exemple, c'est une occupation diverse. Ça peut être un terrain d'habitation. En fait, c'est le flux qui enfante ce qu'on appelle le titre foncier. Donc, et lui-même qui est inscrit, c'est ce qu'on appelle un livre foncier du Niger. Un droit réel, c'est un droit qui est inattaquable. Même si on va l'attaquer, donc cela veut dire qu'on va suivre toutes les procédures de droit. En effet, cette forte urbanisation pose la problématique du foncier dans la ville de Niamey. Comme vous le constatez aisément, Niamey a dépassé les normes admissibles dans le domaine du foncier. L'urbanisation de la ville a pris un coup du fait de l'autorisation des lotissements privés qui ont produit un grand nombre de parcelles et dont la mise en valeur créerait davantage des problèmes supplémentaires de sécurité et de fourniture de services sociaux de base à la ville. Cette rencontre qui réunit tous les acteurs impliqués dans le foncier vise à informer les uns et les autres détenteurs de terrain de la nécessité d'immatriculer son bien dont aucun acte de cession ou certificat de détention ne protège. À ce jour, seulement 44 000 titres fonciers ont été créés pour tout le Niger depuis l'indépendance, y compris les titres fonciers Cheda. Chaque propriétaire a intérêt à immatriculer son bien. Que la procédure d'immatriculation est simple, qu'elle n'est pas chère, contrairement à ce que l'on pourrait y penser, et que surtout elle n'a que des avantages puisque le titre qui sera délivré est définitif et inattaquable. L'étape d'aujourd'hui constitue le point de départ d'une grande campagne de popularisation de l'immatriculation foncière et de production de titres fonciers. Au sortir de cette journée, il sera envisagé d'alléger toutes les procédures d'immatriculation pour un accès facile à un plus grand nombre de détenteurs de terrain dans la région de Niamey. Du social, cette fois-ci, le comité national du pilotage du projet SOED a organisé hier matin une réunion d'échange sur le processus du projet régional pour l'autonomisation des femmes et dividendes démographiques au Sahel. C'est la ministre de la Population, Dr Kafa Rekiatou Christelle Jakou, qui a présidé la cérémonie en présence de plusieurs personnalités. Reportage Omar Issa. La question du projet régional pour l'autonomisation des femmes et des dividendes démographiques au Sahel est au cœur de cette réunion d'échange initiée par le Comité national du pilotage du projet SOED.
Une rencontre qui permet aux participants de capitaliser des informations utiles sur l'état de mise en œuvre du projet et les défis à relever pour atteindre des objectifs. Notre réunion d'échange de ce jour porte sur les temps forts qui ont marqué le projet, de son lancement à cette date, et cette réunion, par son caractère d'échange d'informations, s'inscrit parfaitement dans les attributions de la structure de coordination du projet. Les priorités de notre pays, dont les efforts visent principalement à créer les meilleures conditions pour un développement économique et social inclusif au bénéfice de l'ensemble de nos concitoyens, doivent constituer la boussole de notre vaisseau. C'est ce qui explique que notre gouvernement, sous la haute égide des plus hautes autorités, a engagé d'importantes réformes structurelles et sectorielles en vue d'accélérer la capture du dividende démographique. Ainsi, le projet régional s'articule autour de 3 composantes, dont l'amélioration des services de santé reproductive, maternelle, néonatale, infantile et nutritionnelle, renforcer les capacités régionales pour la mise à disposition des produits de santé et des personnels qualifiés, mais aussi favoriser l'engagement politique lié au dividende démographique. À cette date et au titre des activités du projet, les 3 composantes connaissent un état de mise en œuvre jugé satisfaisant, même si la phase de croisière reste à venir. Au plan de l'engagement politique et de la collaboration Sud-Sud, j'ai conduit en ma qualité de président du comité régional de pilotage, avec mon collègue ministre de la Population du Mali, une mission d'échange au Bangladesh avec l'ensemble des pays. Nous y avons appris des leçons qui informent désormais notre vivre ensemble. Le comité régional dans son ensemble a partagé son expérience en matière de développement inclusif, centré autour du dividende démographique et basé sur le travail exceptionnel en cours avec le Centre de recherche en économie appliquée et finance de l'Université de Thiès. Notons que cette rencontre d'échange constitue un cadre de donner et de recevoir entre les participants autour des actions menées par le projet depuis novembre 2015. Suite de ce journal avec le comité national des admis au concours du ministère de la Santé publique qui a rendu publique une déclaration hier après-midi au siège de l'ISPT. Dans cette déclaration, le comité exige du gouvernement la correction de l'erreur administrative et la réhabilitation des candidats dignement admis. Suivant Kassoum Issaka, il est le secrétaire général de ce comité. Considérant l'importance et la position stratégique qu'occupe le secteur de la santé pour un pays surtout qui aspire au développement, considérant les multitudes d'engagements du gouvernement de la 7e République vis-à-vis du système sanitaire de notre pays, considérant la situation sécuritaire du pays et ses conséquences sur le système de santé, considérant la situation précaire que vivent les jeunes diplômés, considérant que les conséquences de l'annulation des résultats du dernier concours de la santé sur la population nigérienne sont désastreuses à court et à long terme, surtout qu'on sait que le dernier recrutement remonte à plus de 5 ans pour une population passée de 17 millions en 2012 à plus de 20 millions en 2016. Considérant que l'abrogation de l'ensemble des résultats, y compris celle d'une majorité de candidats dignement admis, est une injustice. Considérant les grèves des syndicats du secteur de la santé, exigeant du gouvernement de rehausser urgemment l'effectif de personnel des structures sanitaires afin d'offrir un service de qualité aux populations, considérant que la solution la plus rapide pour remédier au déficit des agents de la santé sera de reconnaître aux méritants leurs mérites. Le Comité national des admis au concours de la santé lance un vibrant appel à l'ensemble des syndicats du secteur de la santé, aux organisations de la société civile, aux grands témoins et à la communauté nationale et internationale de s'impliquer pour que justice soit faite et que les méritants soient remis dans leurs droits. Demande aux syndicats de faire un front uni pour faire échec à toute manœuvre qui tente de détruire le secteur si cher au développement de notre pays. Exige du gouvernement la correction de l'erreur administrative qui porte préjudice non seulement aux candidats dignement admis, mais aussi à la population qui se trouve privée de son accès aux soins de santé garantis par l'article 13 de la Constitution. Nous restons plus que jamais engagés
pour la défense de notre noble et légitime cause. Tout en restant ouvert au dialogue, le comité invite tous les camarades à se tenir prêts pour d'éventuels mots d'ordre et de ne jamais se laisser intimider. Dernier aspect de cette édition, 20 octobre 2011, 20 octobre 2016, voilà 5 ans jour pour jour que le colonel Muammar Kadhafi, le guide de la révolution libyenne, a été assassiné. Au pouvoir depuis près de 41 ans, le régime de Kadhafi s'est écroulé en octobre 2011 avec notamment des insurrections entretenues par l'Occident à travers l'OTAN. Aujourd'hui encore, l'ONU ne garde que de lui l'image d'un despote et d'un monarque. À l'occasion du 5e anniversaire de sa disparition, notre reporter Hamza Moukela revient sur les circonstances de sa mort à travers ce commentaire que je vous propose de suivre. En janvier 2011, un mouvement de protestation populaire contraint le président tunisien Zine El Abidine Ben Ali, au pouvoir depuis 1987, à quitter son pays pour l'Arabie Saoudite. Le mois suivant, Hosni Moubarak, président de l'Égypte depuis 1981, doit également abandonner le pouvoir face à la pression de la rue. Ces soulèvements populaires qui ont lieu dans plusieurs pays du monde arabe, pour la plupart des régimes autoritaires, sinon des dictatures, sont désignés sous le nom de printemps arabe. C'est ainsi qu'en février 2011, la Libye connaît à son tour une importante contestation qui a pour but de garantir à la population plus de liberté et de démocratie, une meilleure répartition des richesses et l'arrêt de la corruption soi-disant. Muammar Kadhafi est alors au pouvoir depuis plus de 41 ans en tant que dirigeant de facto de la Jamhouria arabe libyenne, ce qui fait de lui le chef de l'État ou de gouvernement le plus ancien du monde arabe. Rapidement, il fait réprimer la révolte populaire déclenchée à Benghazi par des tirs à balles réelles et des bombardements aériens. Le mouvement se transforme alors en une insurrection armée, puis en une guerre civile. Pour soi-disant protéger les populations civiles menacées par les violences commises par les troupes de Kadhafi, le Conseil de sécurité des Nations Unies adopte en mars 2011 la résolution 1973 qui permet notamment l'établissement d'une zone d'exclusion aérienne en Libye. Au fil des mois, le régime doit faire face à une suite de défections et de défaites militaires. À la fin du mois d'août 2011, les insurgés entrent dans la capitale Tripoli, ce qui permet au Conseil national de transition CNT de s'installer au pouvoir. Muammar Kadhafi, en fuite avec sa famille, continue à appeler au combat. En octobre 2011, la région de Sirte, dernier bastion tenu par ses partisans, est assiégée par les forces du CNT. Le 20 octobre 2011, à 12h30 heure de Tripoli, le colonel Younous Al-Abdali, qui dirige les opérations militaires des soldats gouvernementaux dans l'est de Sirte, annonce la prise de la ville après un mois de combat. 45 minutes plus tard, le coordinateur des opérations militaires au sein du gouvernement libyen de transition, Abdelmajid, annonce la capture de Muammar Kadhafi et évoque des blessures graves. Peu après, un responsable du CNT indique que Kadhafi a été capturé alors qu'il tentait de fuir, tandis qu'une personne affirmant avoir assisté à l'opération explique qu'il a été arrêté alors qu'il se cachait dans un trou. Le déroulement exact des circonstances du décès de Muammar Kadhafi reste confus. La communauté internationale salue la mort de Muammar Kadhafi et de nombreux pays appellent à l'instauration de la démocratie et à la réconciliation des Libyens. De son côté, le président vénézuélien Hugo Chavez condamne l'assassinat de Kadhafi, un martyr et un grand combattant. L'ancien dirigeant cubain Fidel Castro, quant à lui, utilise également le même terme d'assassinat et dénonce l'action génocidaire de l'OTAN. Le 21 octobre 2011, son corps ainsi que celui de son fils sont exposés dans une chambre froide d'un marché de Misrata où des milliers de Libyens se succèdent pour le voir avant d'être inhumé le 25 octobre à l'aube dans le désert libyen, dans un lieu tenu secret. Kadhafi est mort comme il a vécu, ainsi en a décidé son destin. Mais l'histoire retiendra de lui un grand révolutionnaire et panafricaniste affiché. Quoi qu'il en soit, la mort de Kadhafi constitue une grande perte pour la Libye et pour l'Afrique tout entière, avec ses multiples projets visant à libérer le continent du joug de l'Occident qui voyait d'ailleurs en lui une réelle menace pour sa survie. 5 ans après sa disparition, la Libye peine toujours à se remettre debout. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est sur cet hommage que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. Passez une excellente journée. Au revoir.